Salut à tous. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a vécu les débuts de la pandémie mondiale. Ça s'est barré en couille rapidement avec une situation assez incroyable du jamais vu sur Terre, le confinement. Ça fait 2 ans que tout s'est arrêté pendant 2 mois et ensuite ça a repris de plus belle. Alors je voulais revenir un peu sur cette période qu'on a tous vécue, mais qu'on a tous vécue différemment certainement. Pour moi c'était assez bizarre en fait. Au début j'étais angoissée, je suis du genre à sortir souvent, à avoir toujours un truc à faire, à aller voir des potes, sortir, etc. Et puis là, tout d'un coup, t'es puni. Alors le truc qui t'aide un peu, c'est que tout le monde est puni à la même enseigne, enfin bon, presque, parce qu'il y avait des plus ou moins bien lotis. Le personnel soignant, le corps médical en général n'étaient pas confinés eux. Ils se devaient d'être présents pour tous les autres, pour tous ceux qui étaient en train de glander dans leur canapé en regardant Netflix, commander des batailles et faire des apéros en visio tous les soirs, mais aussi pour tous ceux qui étaient vraiment touchés par la maladie et qui étaient entre la vie et la mort, et même ceux qui mouraient chaque jour. On vivait dans l'ambivalence, c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, fallait juste avoir un peu de chance et de pas se tromper de porte, quoi. Alors cette période flippante m'a fait faire des trucs qui changent un peu de mon quotidien habituel. Un peu comme tout le monde, je pense. Je faisais plus de yoga que d'habitude, j'allais courir plus souvent, j'ai même fait du crossfit dans mon appart. Du coup, je me suis fait une tendinite du cul, je vous jure, j'ai fait une échographie. Alors, j'ai un genre d'élongation du fessier gauche, j'avais trop mal juste sous la fesse, là, au début de la cuisse, de la jambe derrière, là. Bon, bref. Du coup, je boitais, enfin, personne ne me voyait, donc c'était pas très grave. Puis après avoir fait toutes ces conneries, j'ai regardé un bouquin sur l'histoire de l'art qu'on m'avait offert. Un truc du genre les 100 tableaux à avoir vus une fois dans sa vie. Et là, je tombe sur la flagellation du Christ, un tableau de Piero de la Francesca. Je sais pas si vous le connaissez. Waouh, vous êtes en train de vous dire. Et effectivement, il y en a qui ont passé un confinement un peu plus sympa que d'autres. Alors, je veux pas vous faire peur avec des trucs d'intello, mais ce tableau, il m'a intéressé parce que j'ai trouvé qu'il avait un côté super actuel alors qu'il avait été peint il y a 600 ans. Du coup, il m'a inspiré et je me suis mise à écrire un sketch. Ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête et puis bon, je me suis lancée. Alors, je vous explique rapidement, je vous le décris. Il est fait en 2 parties. La partie de gauche du tableau représente une scène qui se passe dans l'Antiquité, et la deuxième partie du tableau, donc à droite, on est clairement à l'époque du peintre, donc à la Renaissance, au XVe siècle. Ça va, vous me suivez? Vous ne regrettez pas de perdre votre temps à m'écouter? Bon, parfait. Alors jusque-là, vous vous demandez pourquoi ça m'intéressait, et pourquoi ce tableau serait actuel. Et bien quand je l'ai bien regardé, il y a plusieurs trucs qui m'ont sauté aux yeux. Tout d'abord, dans la partie de gauche qui représente le Christ en train de se faire flageller, j'ai clairement vu que c'était une scène qu'on voit dans les clubs sadomaso, quoi. C'est évident. En plus, les personnages qui sont peints ont vraiment des tronches et des fringues chelous. Ils ont un style. Enfin bon, pour l'époque, vraiment, c'est trop bizarre. Et la partie de droite du tableau, pour moi, c'était une scène politique actuelle. Mais je vous l'expliquerai après. Bon, je vous le décris, je vois que vous ne pouvez plus supporter ce suspense insoutenable. Alors, donc, pour vous expliquer rapidement ce qui se passe dans la scène de gauche, il y a Jésus qui est attaché à un poteau et qui est en train de se faire fouetter par 2 mecs, pendant qu'il y en a un autre qui est assis sur une chaise et qui les regarde. Donc, le mec qui est à gauche du Christ est chauve. Il est habillé comme une femme qui irait au bal, ou alors invité à un mariage avec sa robe lilas et sa ceinture à paillettes argentées. Ou bien c'est peut-être un queer qui aurait oublié sa perruque, mais qui se serait quand même apprêté pour une de ces fêtes où l'on se réveille le lendemain en ayant mal partout, à force de tout pratiquer avec excès. Il y a un autre personnage qui est à droite de Jésus, il a l'air vieux, mais il a les cheveux bleus. Il a un bonnet de marin, entre celui de Cousteau et ceux représentés dans les œuvres de Pierre et Gilles, je sais pas si vous voyez, mais il fait hipster, fan de la vie d'Adèle, et qui tente de se faire remarquer pour jouer dans le nouveau Keshish, en frappant de son mieux le Christ, mais sans le faire saigner. On reste politiquement correct dans cette peinture. Il est habillé avec un plaid foncé en pilou-pilou, ça dénote un peu avec l'ami queer à gauche, mais le fait de le porter de façon asymétrique, ça lui donne un côté un peu olé olé. C'est comme un laissez-passer qui lui donne accès à ce genre de soirée. On voit direct dans quel camp il est. Avec son fouet encore de cuir vegan, teint en beige grâce à un hydrolat de bouchons de liège usagés et recyclés qui proviennent de forêts écologiques du Portugal. Maintenant, je vous décris le principal intéressé, le Christ bien entendu. Alors, il a les bras dans le dos, attaché à un poteau, et il a un bandeau qui devrait lui cacher les yeux, mais qui descend un peu sur son nez, là, comme ça. Donc, il voit tout ce qui est en train de lui arriver, malheureusement. Il garde un eye contact avec ses bourreaux. Il porte une couronne luminescente sur l'arrière de la tête. Un genre de guirlande à petites ampoules que l'on trouve chez Casa pour la modique somme de 7,90 €. Il n'est pas complètement nu. Il a un linge blanc qu'il porte assez long, juste au-dessus du genou. Peut-être que dans cette œuvre, il nous révèle son côté pudique. On le voit toujours avec un périsonium ralglant et les noisettes. C'est un véritable appel au viol qu'on essaie de faire taire depuis 2000 ans chez les gays de la planète. Ça va que c'est un mec. Si ça avait été une femme, on lui aurait dit
Ce sera ta faute si tu te fais violer. T'as vu comment elle est courte ta jupe? Bon, revenons à Jésus, je m'égare. Alors Jésus a un petit bidon et on ne voit pas ses côtes comme d'habitude. Il se laisse aller, on dirait. Pourtant, on n'était pas en période de confinement en ce temps-là. Ce doit être l'effet du combo baba ganouche, falafel et litron de vin qu'il s'est mis dans le cornet. Enfin, que sa daronne Marie lui a mis dans le cornet. Lors de Pessah, il était obligé de festoyer et d'appliquer à la lettre la cérémonie du kidouche, de Shabbat et les 3 fêtes, sinon son titre de roi des Juifs lui passait sous le nez. Au profit de Jean-Jacques Goldman, qui était déjà la célébrité préférée en ce temps-là. Alors maintenant, on passe au mec assis qui regarde cette scène de façon impassible, c'est Ponce Pilate. Il endosse cette fois encore le rôle de mateur. Ce qu'il kiffe, lui, c'est mater. Il tient un bâton dans sa main droite qui est caché entre ses jambes. Il semble se palucher discrètement, alors qu'a priori, dans des endroits comme ça, la discrétion n'est pas de mise. Mais il est comme ça, Ponce, il a un rang à tenir. Tout le monde le connaît depuis 2 millénaires, grâce aux 2022 messes de Pâques où l'on a prononcé son nom, sans compter les bons vieux Notre Père, qui servent à endormir les bigotes et à abréger les confessions des curés. Le grand bâton bien raide est ici un symbole de masturbation, de virilité et de pouvoir. Assis sur cette chaise, Ponce Pilate pourrait bien attendre de battre à son tour le Christ avec. Alors, c'est pas fini, mais bientôt, je vous le jure. Alors rappelez-vous les amis, le tableau est divisé en 2 parties. Je vais maintenant vous décrire la partie de droite, qui je vous le rappelle est une scène qui a lieu à l'époque où a été peinte l'œuvre, c'est-à-dire à la Renaissance. Alors il y a 3 mecs debout, celui qui est au centre est jeune, blond aux yeux bleus, il est de face et il regarde dans le vague. Il est comme illuminé. Il est entouré de 2 autres hommes, plus vieux, qui sont de profil. Et bien ces 3 types, qui semblent se parler, pour moi ça dévoile une scène politique qu'on connaît bien. L'homme au centre est de toute évidence Manu Mac. Emmanuel Macron, notre lumière, emballé dans un vêtement orange, celui du 2e chakra, celui de la créativité. Il y a 2 ans, je me disais, peut-être qu'il est en train de parlementer avec ses 2 ministres de la gestion du déconfinement. L'homme de gauche serait Édouard Philippe, et celui de droite serait Jean-Michel Blanquer, comme sur une photo que j'ai retrouvée sur le net. Regardez, la ressemblance est évidente, non? On voit qu'Édouard Philippe argumente avec ses mains levées. Il tente de convaincre Manu Mac d'ouvrir les McDo, bars et restos. Quant à Blanquer, il est figé. Il ne dit rien. Il s'en fout que les élèves retournent progressivement en classe ou n'y retournent plus le 11 mai 2020, puisqu'il n'a plus d'enfants à charge. Il n'a pas été obligé de faire le maître d'école 8 heures par jour, de se taper toutes les tables de multiplication et les règles de grammaire pour savoir quand il faut mettre et ou er à la fin d'un verbe. Non, lui, il est pépère depuis le début du confinement. Ce qui l'intéresse, c'est l'ouverture des restos. Il n'en peut plus de la nourriture que lui fait sa femme, il n'est pas épanoui, il est tout blanc, il est maladif. À cette époque, il n'avait pas pu aller à Ibiza. Hein. Ça fait plus d'1 mois qu'il recrache tous ses repas. Il tient beaucoup sur Édouard pour convaincre Manu. Mais Emmanuel n'est pas facile à faire plier. Il a les yeux dubitatifs, voire en mode défiance. Il semble dire « Eh ben vas-y, dis-moi tes arguments, Édouard Citeau. Comment tu vas procéder pour gérer l'afflux des personnes devant les restos le 11 mai, dès 7h30, ready pour un McMorning? Déjà qu'il y avait une queue de 4 heures devant les McDo, rien qu'au drive quand ils ont rouvert. Alors t'imagines pour les bars et les pizzerias? En plus, il faut que les gens respectent les gestes barrières. » De son côté, Blanquer a peur. Mais Blanquer est prête à tout. Même d'aller manger au McDo. Ce sera meilleur que la bouffe de sa femme, de toute façon. À moins que le compromis soit d'ouvrir des restos chelous qui intéressent peu de personnes, style vegan ou Igeba, pour éviter les hordes de Français affamés de sociabilité et prêts à lever le coude en toute promiscuité dès la levée du confinement. Pour conclure, les amis, vraiment, on peut dire que le peintre Piero della Francesca était visionnaire. Un peu comme Nostradamus, parce qu'il avait peint le futur jeune président de la République français qui a donné comme nom à son nouveau parti Renaissance. Et comme par hasard, mesdames, messieurs, c'est le nom exact de l'époque à laquelle le tableau a été peint. Tout était écrit. En tout cas, quelle que fût la décision de Macron, ce qui m'a permis de dire que ce tableau était aussi lisible et en lien avec notre époque, ce sont les thèmes traités, la destruction et les enjeux politiques. Notre époque moderne a aussi des problèmes majeurs comme la pandémie que nous subissons tous, qui ressemble à la flagellation du Christ. Il y a 2 ans, j'ai pu voir dans ce tableau que le Christ était une allégorie des humains qui se font flageller par la Covid-19 sous le regard bienveillant de la nature, représenté ici par Ponce Pilate, le mateur. Rappelez-vous. Cette nature qui avait pu souffler quelques mois avant de se reprendre une vague de pollution désastreuse encore plus puissante. Les humains n'ont donc rien appris de cette période trouble? Non. L'homme a un instinct de putain de sadomaso depuis toujours.